Voici la lecture linéaire du texte On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Introduction. On ne badine pas avec l'amour est, à en croire la correspondance de Musset, une malheureuse comédie. Et en effet, la pièce mêle le rire et les larmes, le pathétique et le grotesque. Elle met en scène les retrouvailles de deux cousins, Camille et Perdiccand, qui se retrouvent après 10 années de séparation et que leur famille veut marier. Mais Camille se montre froide et déclare vouloir retourner au couvent où elle a été élevée. Avant de partir, elle décide toutefois de revoir Perdiccand pour lui expliquer son choix. Dans la scène 5 de l'acte 2, Camille exprime sa révolte contre l'inconstance des hommes et la souffrance qu'engendre l'amour et son aspiration à un absolu qu'elle pense trouver dans l'amour divin. À la fin de la scène, Perdiccand réplique avec colère, à travers 2 tirades, en dénonçant les mensonges de la religion et en exposant une toute autre vision de l'amour. Il conviendra de voir, à travers ces tirades, comment Perdiccand propose une autre vision de l'amour, celle d'un amour véritable et absolu. Pour ce faire, on pourra distinguer 2 mouvements dans ce texte. Déjà, la colère de Perdiccand contre les religieuses. Et ensuite, Perdiccand défend l'idée qu'il vaut mieux aimer et souffrir plutôt que de vivre sans amour. Ici, le jeune homme répand la véhémence dont a fait preuve Camille dans sa charge contre l'amour. Cette indignation débute par l'utilisation de l'adjectif « malheureuse fille » qui permet d'accuser directement Camille, mais surtout de la plaindre. Camille est, selon lui, victime de ces femmes, de ces religieuses qui lui ont raconté des sonnettes. Selon Perdiccand, les religieuses l'ont manipulé, elles lui ont donné une fausse image du monde et des hommes. Cette fausseté est exprimée par l'utilisation du verbe « représente » et le chiasme qui met en valeur le mot « mensonge ». L'amour des hommes comme un mensonge, le mensonge de l'amour divin. Ces femmes ont cherché à lui imposer leur point de vue, en lui faisant une leçon, ou en la persuadant insidieusement. On le voit ici avec le verbe chuchoter. Cette colère s'exprime aussi par la véhémence du discours. On trouve 3 questions rhétoriques, ainsi que des phrases exclamatives et un vocabulaire péjoratif et violent, avec les termes mensonge, crime. Ce dernier terme est hyperbolique et montre bien la véhémence du jeune homme. L'anaphore et la dérivation sur le verbe savoir, sais-tu, savent-elles, savent, remet en question le savoir de ces femmes. Perdiccand se place ici en détenteur du savoir réel, contrairement à ces femmes qui mentent à la Camille. Pour lui, les religieuses trompent les jeunes vierges et les maintiennent dans l'ignorance. En opposition à cette image de mensonge, Perdiccand loue la nature avec tout un champ lexical. Bois, fontaine, herbe. Il l'évoque avec affection et lyrisme. Ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Ici, le déterminant démonstratif singulier, cette, montre une proximité affective. Il personnifie les lieux de l'enfance et prête à la fontaine des sentiments pathétiques, avec l'expression tout en larmes. Il fait appel à la nature et à leurs souvenirs de leur enfance, pour qu'elle puisse exprimer ses émotions réelles. Chez les romantiques, on trouve toujours une association entre paysage intérieur et paysage extérieur. Ce que ressent le personnage est lié à la nature. Ici, la nature est triste, comme les Perdiccand. Contrairement à la nature, qui est pure et qui ne triche pas, la métaphore du masque de plâtre évoque la rigidité et l'absence de vie. Le masque est aussi le symbole de l'artificialité. Cette image suggère que la fille cache ses véritables émotions derrière une façade impénétrable. Une telle apparence interdit tout contact sincère avec Perdiccand. L'éducation des nonnes empêche Camille d'exprimer la fougue de sa jeunesse et sa sensualité. Il est aussi question du théâtre ici, avec le masque de l'apparence, le masque du jeu. Ensuite, la personnification du cœur, c'est un peu comme si Camille était séparée entre la raison que lui imposent les religieuses et ce qu'elle ressent réellement.
Le cœur ne sait pas lire, il a oublié. C'est comme si Camille était tiraillée entre le discours des religieuses et ce que ses sentiments lui dictent, se souvenir de son enfance et de son amour pour Perdiccas. La tirade se termine par une conclusion ironique, avec l'expression « dans le vrai chemin ». Il s'agit ici d'une antiphrase. Il en va de même avec l'expression « elles t'ont bien parlé », qui est aussi parfaitement ironique ici. Perdiccas, à l'instar des auteurs romantiques, prône la sincérité du cœur qui s'oppose au mensonge. On retrouve le registre lyrique avec l'expression hyperbolique « le bonheur de ma vie ». Perdiccas termine avec une dernière attaque sous forme de sentence. C'est un péché de la part des religieuses de lui avoir menti et elles n'iront donc pas au paradis. Le ciel n'est pas pour elles. Camille interrompt cette tirade par une question. Elle a compris la sentence de Perdiccas et semble s'en émouvoir. Elle relance ici le dialogue. Transition. Mais Perdiccas ne répond pas à sa question. C'est ce que nous allons voir dans le deuxième mouvement, qui correspond à la tirade de Perdiccas. Deuxième mouvement. Perdiccas défend l'idée qu'il vaut mieux aimer et souffrir plutôt que de vivre sans amour. De Adieu, Camille, retourne à ton couvent, à la fin. La deuxième tirade de Perdiccas commence par une rupture brutale et qui semble définitive, puisqu'elle commence « Adieu, Camille ». En évitant Camille à retourner à son couvent de manière autoritaire, avec l'emploi de l'impératif, il apprend à son propre piège, puisqu'elle avait mis en balance Perdiccas et la vie religieuse. Il semble renoncer à elle sans regret, en essayant plus de la retenir. Il utilise un vocabulaire très péjoratif pour évoquer toute l'hypocrisie du couvent. Récit hideux, empoisonné. En outre, Camille est citée en position d'objet, comme victime d'un « on » qui représente les nonnes, puis des récits en position de sujet, qui t'ont empoisonné. Elle est donc clairement manipulée par la parole des autres, selon lui. La violence des propos de Perdiccas est sans doute une tentative pour ouvrir les yeux de Camille. Cette violence continue dans le portrait que le jeune homme fait des hommes et des femmes. Portrait qui renvoie dos à dos les hommes et les femmes, avec certains équilibres. En effet, Musset utilise une double énumération, ainsi qu'un parallélisme de construction. En effet, il cite d'abord les défauts des hommes, puis ceux des femmes, en termes hyperboliques. Tous les hommes, toutes les femmes. Il souligne ainsi qu'en amour, peu importe le sexe, les individus sont faillibles et commettent tous des erreurs. Perdiccas propose une vision pessimiste, voire cynique de la nature humaine, en réponse justement à cet être factice, ou au mensonge de l'amour divin, inventé par les religieuses. Il emploie des mots très péjoratifs pour évoquer les travers et les vices humains. Lâche, méprisable, perfide, dépravé. La métaphore finale des phoques est particulièrement frappante par l'emploi des verbes d'action, rampent et se tordre, qui les transforment en êtres maléfiques ou damnés. Il souhaite provoquer une réaction de dégoût avec le champ lexical de l'horreur, égout, fange, informe, et par le jeu sonore avec l'assonance en on et l'allitération en f, qui la rend encore plus percutante. Monde, montagne, fond, phoque, informe, fange. Avec les hyperboles égout sans fond et des montagnes de fange, cette métaphore des vices humains atteint un paroxysme de laideur. Cependant, la conjonction de coordination « mais » ouvre une concession parmi cette noirceur humaine. La sublimation de l'amour humain. Musset affirme que l'amour peut transcender cette impureté. L'égout, image des aspects les plus vils de l'âme humaine, peut contenir une chose sainte et sublime. Cette tension entre le grossier et le sublime est typique du romantisme, qui cherche à embrasser les contradictions de la condition humaine. Le rythme ternaire, souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux,
expose les risques de souffrance auxquels est confronté l'amoureux, mais il souligne également les élans du cœur. Perdiccas accepte tous les aléas de la vie humaine. Trompé, blessé, malheureux, j'ai souffert, je me suis trompé. Au nom de l'amour qui représente une valeur en soi, puisque la dérivation sur le verbe aime, quand on cite on aime, j'ai aimé, est employée absolument, sans complément ni adverbe. L'amour est finalement la seule valeur qui résiste. Perdiccas utilise d'ailleurs un vocabulaire divin en le qualifiant de chose sainte et sublime. L'anaphore du pronom personnel indéfini sujet, on, tend à donner une vision généralisante à son propos. Il fait de son cas une généralité, comme tous les auteurs romantiques, de tous les êtres capables d'amour. En revanche, la dernière phrase, qui clôt la tirade, se recentre sur le héros romantique. En effet, la phrase s'appuie sur le présentatif « c'est moi qui », dans laquelle le pronom personnel tonique « moi » s'oppose au pronom généralisant « on », cité plus haut. L'affirmation d'une identité véritable, quand on cite « c'est moi qui », s'oppose à l'être factice, fabriqué par le mensonge de l'amour divin. Les substantifs orgueil et ennui englobent dans la même critique les nonnes et les Camille. Ce n'est pas par orgueil qu'elles se retirent du monde. Pour Perdiccas, l'amour humain doit être expérimenté pour vivre vraiment et ne pas se contenter d'une existence fantasmée, comme le prônent les religieuses. Conclusion. Cette scène met en évidence l'opposition entre les deux héros sur leur conception de l'amour et accentue la tension déjà présente entre eux. Mais la colère des jeunes gens en révèle aussi leur désarroi et les sentiments qu'ils ne veulent pas s'avouer. Les tirades sont enfin l'occasion pour Perdiccas d'exprimer un plaidoyer passionné pour l'amour véritable. Il y oppose la sincérité de ses sentiments à l'hypocrisie des normes religieuses et sociales. Perdiccas refuse l'institution religieuse qui corrompt le cœur des jeunes filles. Il défend l'idée que l'amour doit être vécu pleinement et spontanément, comme une force naturelle qui transcende les vices de la société. On peut maintenant relier ce texte à la lettre de George Sand, dédiée à Musset, où on voit des correspondances avec l'extrait analysé précédemment.